Bonjour à toutes et à tous, Justine Delebarre. Donc, je vais pouvoir animer cette belle table ronde avec nos collègues du Centre universitaire d'études françaises de Grenoble. Je vais sans plus attendre les laisser tout simplement se présenter, chacune à leur tour, et nous poursuivrons ensuite les échanges. C'est à vous. Donc, bonjour à tous et toutes. Je suis Sophie Regna et je suis enseignante de français langue étrangère et responsable du DU Passerelle pour les étudiants en exil. Gaëlle Karcher, directrice adjointe du QF, enseignante et formatrice de français langue étrangère. Bonjour, donc Anne-Cécile Perret, je suis enseignante au QF depuis 2014 et actuellement directrice du QF. J'ai aussi coordonné quelques projets depuis que je suis au QF, donc c'est un petit peu le fil rouge vers lequel je vais parler au sein de cette table ronde. Bonjour Farida. Wow. Farida Ibari, donc enseignante de français langue étrangère au QF et référente numérique et innovation pédagogique au QF également. Bonjour à tous, donc je suis Caroline Sperandio, enseignante au QF également, formatrice de formateurs et également conceptrice de manuels pour la classe de FLE. Bien, merci beaucoup pour ces présentations. Donc, l'objectif principal de cette journée, comme Tatiana Alexandrova le rappelait, c'est de mettre en évidence la diversité des métiers dans le domaine du FLES, puisqu'on constate que l'on pense très souvent à l'enseignement en premier lieu et que trop rarement on envisage d'autres possibilités, pourtant elles sont nombreuses. Et on perçoit généralement donc l'enseignement comme étant central. Mais finalement, est-ce que c'est obligatoire de passer par la case enseignement? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes toutes entrées dans le domaine du FLES par la porte de l'enseignement? Et est-ce que vous souhaitiez toutes être enseignantes initialement? On commence peut-être par Sophie et Caroline. Bon, alors je vais commencer. Alors moi, je vais dire que j'ai eu un parcours assez classique dans le sens où, oui, j'ai commencé par l'enseignement. J'ai commencé par l'enseignement avant même de savoir que le français langue étrangère existait, ou en tout cas spécialisé en français langue étrangère. Donc moi, j'ai passé une agrégation de lettres classiques, donc je suis enseignante de lettres classiques à la base et j'ai commencé à enseigner dans le secondaire. Et c'est uniquement ensuite que j'ai découvert que le français langue étrangère existait. Et donc, je me suis orientée vers une licence de langue vivante, anglais, puis la maîtrise de français langue étrangère pour arriver après à l'enseignement du FLE. Mais c'est par la case enseignement que j'ai commencé. Voilà, moi comme Sophie, j'ai toujours voulu être enseignante. C'était un objectif en soi. Mais enseignante, au départ, je m'étais dit, pourquoi pas d'espagnol, en fait. C'était quand même les langues qui m'intéressaient. Donc, j'ai commencé à faire une licence d'espagnol. Et puis, j'ai découvert, effectivement, entre la 2e et la 3e année, qu'existait le FLE. Je ne savais pas non plus. Et ça coïncidait avec un retour de voyage qui m'avait beaucoup marqué. Donc, j'avais très envie de devenir professeur de français langue étrangère. Et je me suis orientée dès la licence via la mention FLE dans cette voie. Et ensuite, j'ai continué en maîtrise. J'ai commencé à travailler au QF. Et ensuite, en fonction des besoins de l'institution, j'ai repris une année d'études en DESS. Et mon DESS, c'était effectivement un DESS qui n'était pas celui de FLE, mais de formateur-concepteur multimédia pour l'apprentissage des langues. Et tout simplement parce que ça coïncidait avec un besoin de l'institution. Donc, je me suis formée là-dedans aussi pour l'institution. Alors, à rebours, moi, je ne voulais pas du tout être enseignante au départ. Donc, je ne suis pas rentrée dans le FLE par la case enseignement. J'étais vraiment, au départ, j'ai commencé ma carrière à la Chambre de commerce et d'industrie à Paris, en pédagogie, mais ce n'était pas du tout en enseignement. Et c'est l'étranger
une expérience à l'étranger qui m'a rattrapée, qui m'a donné envie à la fois de poursuivre dans la classe et à la fois aussi, c'est pour moi, dans mon cursus, une histoire de nécessité de valider un statut administratif où j'ai été, j'ai passé en fait le CAPES de lettres pour pouvoir briguer des postes qui ouvraient aussi des portes plus larges que celui d'enseignant de FLE. Donc voilà, et je suis arrivée au QF après un parcours à la fois universitaire, à la fois sur le terrain à l'étranger, à la fois en commençant vraiment hors enseignement sur des projets pédagogiques, des mises en place d'outils linguistiques. Et j'ai fini par passer un concours d'enseignant pour arriver ici. Voilà. Alors, moi, j'ai découvert le français langue étrangère lors de ma licence. J'étais Erasmus en Irlande. Je ne savais pas voilà, je ne connaissais pas ce domaine-là. Je l'ai découvert par hasard, on va dire. Et ça a été comme une évidence où je me suis dit, bon, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est évidemment ça que je veux faire. Mais ma motivation, elle était, le domaine me passionnait. Ma motivation n'était pas forcément directement liée à l'enseignement. J'avais envie de travailler dans ce domaine-là. J'avais envie aussi de découvrir toutes les opportunités du domaine, de partir à l'étranger. C'était une motivation, je dirais presque prioritaire et majeure dans mon parcours. Et donc, j'ai commencé, donc je me suis formée, j'ai ma maîtrise, et j'ai commencé avec une petite expérience d'enseignement d'un peu plus d'1 an dans le milieu associatif, qui a été finalement assez courte, mais qui m'a lancée un petit peu dans le domaine. Et très rapidement, je suis partie à l'étranger. Donc, j'ai été au Nigeria, puis en Mauritanie, sur des missions qui étaient plus des missions de coordination, de gestion de projet ou de conseil. Au Nigeria, j'étais en direction adjointe d'Alliance française en tant que volontaire internationale. Et en Mauritanie, j'ai été conseillère du directeur du centre de langue de l'université, donc de Nouakchott. Donc, c'est une mission qui est assez ouverte, on va dire, et chef de projet aussi d'un projet d'appui à la langue française. Donc, mon parcours s'est vraiment construit beaucoup autour de la coordination de projet, plus que de l'enseignement. Et ça a été aussi une vraie question, en fait, aussi de positionnement dans ces postes, de comment on se positionne quand on a une expérience d'enseignement qui existe, parce que voilà, elle était petite, mais elle existait. Comment on se positionne pour accompagner des projets d'appui au français. Qu'est-ce qu'on propose, comment on est perçu aussi dans les équipes en tant qu'expert d'appui à la pédagogie, ou comment aussi on peut se positionner autrement quand on n'a pas forcément cette expertise pédagogique, ou qu'est-ce qu'on fait, qu'on met en avant. Donc, sur ces postes-là, j'ai été beaucoup dans la construction de projets et de solliciter aussi de l'expertise extérieure pour appuyer les actions qu'on menait. Et cela m'a donné aussi envie de revenir sur une expérience d'enseignement qui pouvait aussi enrichir ce que je pouvais apporter sur de la coordination de projet, aussi dans des contextes de ce type-là. Alors, moi, je suis un peu à l'opposé de Sophie. Si Sophie est classique, moi, je suis complètement atypique dans le milieu des profs de FLE. Parce qu'en fait, j'avais pas particulièrement envie d'être enseignante, j'avais envie d'être journaliste. C'était il y a fort longtemps. Et donc, j'ai suivi un cursus en communication politique et publique et en journalisme. Et j'ai eu une première carrière dans le domaine du journalisme. Donc, j'étais spécialiste des sports de balle, voilà, pour la presse locale. C'est pas forcément la carrière dont je rêvais, mais voilà. Et puis ensuite, progressivement, je suis passée du journalisme à la communication et aux relations presse.
Et notamment, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une agence conseil en relations presse et en communication de crise. Et ça, c'est la partie un peu moins avouable de ma carrière, c'est-à-dire que j'étais chargée de rédiger des éléments de langage pour des entreprises qui polluaient. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans et j'ai eu une crise de conscience à l'aube de la trentaine, peut-être même un petit peu avant. Et donc, comme beaucoup de gens, je suis partie loin, je me suis exilée et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré du monde. Et dans ce monde, il y avait des enseignants de français langue étrangère, des personnes que je connaissais, enfin, dont j'ignorais l'existence, comme beaucoup de mes collègues. Et moi, j'étais un peu femme d'expatriés, donc Annecy, tu sais ce que c'est. Donc, on s'occupe comme on peut. Donc, pour m'occuper, j'ai donné des coups de main à des enseignants de français langue étrangère au Vietnam. Donc, voilà, je faisais de la paperasse, en clair, et ça m'a intéressée. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que il y avait peut-être potentiellement un nouveau métier qui m'attendait. Donc, je me suis formée, reformée. J'ai passé un diplôme, donc le diplôme de l'Alliance française, le DAE FLE, pendant 1 an. Et donc, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et donc, j'ai repris mes études. J'ai revalidé un 2e master en français langue étrangère à Besançon, avec une spécialité politique linguistique éducative et environnement numérique. En fait, dès ce moment-là, je savais que j'avais tout intérêt à me spécialiser en fait dans l'enseignement, que si j'entrais dans l'enseignement du français langue étrangère, il allait falloir qu'à un moment, je puisse faire valoir toute l'expérience que j'avais acquise pendant toutes ces années, notamment dans le domaine de la communication et du numérique. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans ce domaine-là. Et à partir de là, en fait, j'ai démarré une série d'expériences à l'étranger, d'abord en Tanzanie, à l'Alliance française d'Arusha, avant de rejoindre l'Alliance française d'Addis Abeba en Éthiopie. Voilà, pendant à peu près 3 ans, pour me former. Donc, c'est un choix que j'avais fait et aussi un choix qui s'était imposé à moi dans la mesure où je savais pertinemment que pour pouvoir trouver du travail en France, il allait falloir que je cumule de l'expérience en tant qu'enseignante. Et donc, la solution de facilité, alors je sais que ça paraît pas comme ça, mais la solution de facilité, c'était d'aller enseigner à l'étranger dans des zones qui paraissaient a priori peu attractives pour un certain nombre d'enseignants. Je vous assure que j'ai passé mes meilleures années en Tanzanie et en Éthiopie. Voilà. Enfin, il y a peut-être de bonnes années à venir aussi, j'ai l'impression de faire mon... voilà pour moi. Bien, merci pour ce premier point et cette présentation donc, de vos parcours et des liens qu'on peut faire avec le métier d'enseignement, de l'enseignement. On avait remarqué aussi que, certes, le métier d'enseignement n'est pas forcément une porte obligatoire pour ensuite aller vers d'autres champs d'expertise. Et pourtant, certaines d'entre vous aujourd'hui occupent des fonctions qui, quand même, laissent apparaître les compétences de l'enseignement qui restent centrales. Elles sont centrales dans vos fonctions actuelles, comme Caroline pour les métiers de l'édition, pour la formation de formateurs, par exemple. Gaëlle aussi pourra en parler. Est-ce que l'une d'entre vous peut en dire un mot? Oui, alors effectivement, si on a envie à un moment donné de se diriger vers l'édition, il est indispensable d'avoir enseigné avant. Ben voilà, par exemple, parce que passer par la classe avant, ben c'est aussi pouvoir commencer à concevoir des activités, c'est commencer à mettre un petit peu la main dans la conception de matériel. La classe, c'est aussi un laboratoire où on s'entraîne, mine de rien, et où on peut tenter des choses. Donc, d'une part, pour cette raison, et également parce que enseigner, c'est aussi rentrer dans la finesse des niveaux. Donc, bien connaître effectivement les niveaux du CECR. Et à partir de là, dans la partie éditoriale, on peut plus facilement travailler aussi bien dans la recherche de documents que dans les exploitations pédagogiques de ces documents.
Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir enseigné avant et c'est aussi important de continuer à le faire parce que on est au contact des apprenants, parce que on continue de voir un peu ce qui les intéresse, parce qu'on reste un petit peu dans leur tendance, parce que on a besoin aussi de voir comment ils fonctionnent au quotidien. Enfin, c'est très important aussi pour leur proposer ensuite des documents, des thématiques qui les intéressent. Et je pense notamment, pour vous donner un exemple, là dernièrement sur la nouvelle édition d'Édito B1 sur laquelle j'ai travaillé, on a décidé par exemple de mettre l'écologie comme une thématique transversale parce que dans la classe, tout le monde s'est aperçu aussi que selon les pays, selon les cultures aussi, c'était pas évident de toujours traiter ce sujet comme qui peut être culpabilisant pour certains, ça dépend d'où on vient, effectivement. Et voilà, c'est la classe qui nous permet aussi d'avoir ces retours et ensuite de prendre des décisions sur la conception des manuels. Voilà, donc c'est à la fois important d'avoir enseigné et de continuer d'enseigner. Et la maison d'édition avec laquelle je travaille, qui sont les éditions Didier, demande absolument aux auteurs d'être encore dans leur classe. Voilà. Merci. Gaëlle, tu veux intervenir? Oui, je vais compléter effectivement parce que autant je disais que, en tout cas pour moi, l'entrée dans le FLE n'est pas passée par la case enseignement, autant aujourd'hui, je sais que c'est vraiment la case enseignement qui permet d'être le pivot vers lequel on peut développer plein d'autres compétences. Et là, je vais parler effectivement de l'expertise développée petit à petit au QF autour de la formation de formateurs. C'est parce que j'étais en classe à travailler sur des problématiques et des thématiques qui m'intéressaient que petit à petit, je me suis dirigée, enfin, c'était aussi lié à un besoin de formaliser une pratique et que on devient enseignant, formateur de formateurs. Et c'est vraiment très important, je crois que c'est partagé vraiment par l'ensemble de l'équipe, cet aller-retour permanent entre une pratique très concrète de terrain et après, pour certains, ça n'intéresse pas tout le monde, moi ça me porte, cette formalisation de la pratique. Et voilà, si je veux illustrer effectivement concrètement, moi je suis arrivée au QF à la fois parce que j'avais une expérience de l'enseignement et à la fois j'avais une expertise dans l'évaluation due à différents pilotages de projets. Et bien petit à petit, comment on évalue des apprentissages, on est amené à le faire sur le terrain, dans sa classe, avec des niveaux donnés, avec des apprenants donnés. Et on est invité aussi à pouvoir formaliser la pratique en partageant aussi d'autres enseignements où on passe une marche. Voilà, avec Stéphanie Gallegani, que je vois là, on a partagé quelques années le cours en Master 2 sur l'évaluation des apprentissages. C'est déjà une première étape de formalisation. Et puis, on s'en va plus loin pour effectivement construire des formations de formateurs à destination soit des futurs enseignants en formation initiale ou des enseignants déjà en pratique pour diversifier les pratiques en évaluation. Bien, merci. Donc, on voit à travers vos propos une grande diversité des compétences, des profils, des intérêts aussi. Il y a autant de publics que de contextes, que d'enseignants, finalement, de formateurs, etc. Sophie est aussi responsable du DUPAS, dont elle va pouvoir nous parler. Oui. Alors, je suis responsable du DUPAS depuis 3 ans. Donc, juste pour le redire très rapidement, il s'agit du DU Passerelle pour les étudiants en exil, qui accompagne les étudiants en exil. Je voudrais dire d'abord peut-être ce qui a fait que je me suis orientée vers cette responsabilité. D'abord, elle était disponible à ce moment-là et on cherchait quelqu'un au QF. Et l'autre chose, c'est que ça m'a permis, et c'est une des choses que je trouve intéressantes dans le domaine du FLE, c'est effectivement la diversité des propositions qu'on a et des publics que l'on a au sein du FLE dans un centre comme le QF. On accueille des étudiants étrangers, mais qui ont des parcours extrêmement différents et des profils extrêmement différents. Et pour ma part, ça m'a permis de rejoindre quelque chose qui était un engagement personnel associatif, et ça m'intéressait de voir comment une institution comme l'université accueillait, répondait à cette demande d'accueil des étudiants en exil.
Donc, c'est ça qui m'a menée vers ce travail. Et cette responsabilité, je dirais qu'elle est intéressante à la fois comme en tant qu'enseignante, puisque en tant que responsable du DUPAS, on assure aussi des enseignements auprès de ce public. Il n'est pas forcément si spécifique que ça en tant qu'étudiant, mais qui a quand même un parcours spécifique d'étudiants qui génère des caractéristiques nécessite un travail d'adaptation en tant qu'enseignant, s'adapter à la diversité de ces profils étudiants. Et puis, c'est un travail de coordination, puisque il me semble qu'une des particularités peut-être de ce travail avec les étudiants en exil, c'est qu'on est très connecté avec tous les partenaires en fait, qui interviennent dans l'accompagnement d'un étudiant en exil. Et donc, à la fois au sein de l'université, parce qu'on va travailler avec les autres composantes qui accueillent les étudiants en exil, donc on travaille avec le Crous, avec les services d'admission. Donc, on a véritablement un travail au sein de l'université, mais aussi des partenaires extérieurs à l'université, comme la métropole de Grenoble, qui va contribuer au financement, par exemple, ici, du DUPAS. Et ça génère un travail qui est quand même très ouvert sur le monde. D'abord parce que le DUPAS est très sensible. Vous pouvez vous en douter, il suffit de voir les dernières crises, que ce soit le Soudan, l'Ukraine ou la Syrie, mais le DUPAS est extrêmement sensible à ce qui se passe dans le monde, puisqu'on on en a des vagues, on en a les conséquences assez rapidement au sein du DUPAS. Donc, il y a à la fois cette ouverture sur le monde et puis cette ouverture sur l'extérieur, ici, sur les différents partenaires extérieurs à l'université. Donc, c'est, je dirais, un travail à la fois d'accompagnement très individuel au QF, très centré sur les étudiants. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très riche, avec beaucoup de contacts personnels. Ça nécessite beaucoup d'écoute et de disponibilité en travail et en temps avec ces étudiants, mais aussi donc un travail très ouvert sur l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très riche. Voilà. Pour ma part, j'ai énormément appris depuis les 3 ans que je travaille sur cette responsabilité. Parce que c'est très différent, encore une fois, de travailler en milieu associatif et à l'université. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes contraintes, il y a des tas de choses que j'ai découvertes sur la manière dont on pouvait accompagner ces étudiants. Et ça, je trouve que c'est extrêmement riche et très intéressant. Voilà. Je sais pas si vous voulez intervenir ensuite, c'était... Merci Sophie. Tu nous parles de richesse, donc en termes de possibilités, et on peut aussi parler de la richesse de ces possibilités lorsqu'on en intervient à l'université. Plusieurs d'entre vous interviennent au sein de plusieurs composantes. Est-ce que certaines pourraient en dire un mot aussi de cette possibilité que l'on a lorsqu'on fait partie de l'université? Est-ce que Sophie, tu voudrais commencer et quelqu'un prend la suite? Je ne vais pas monopoliser la parole, mais alors l'autre aspect, j'ai parlé de diversité avec le DUPAS. L'autre aspect, c'est la diversité. Pour moi, au sein du FLEUI, ça aussi, ça a été une découverte, c'est la diversité possible au sein de l'université. Quand je suis arrivée au QF il y a 23 ans, je crois que je suis la doyenne ici. Je pensais que j'allais rester 4-5 ans, parce que je n'avais pas eu l'habitude de rester très longtemps dans les postes que j'occupais. Je n'ai jamais imaginé que je resterais aussi longtemps ici. Il y a peut-être d'autres raisons que le QF qui ont fait que je suis restée, mais quand même, une des choses, c'est la richesse de ce qui a été proposé au sein de l'université. Donc, moi, j'ai toujours continué mon enseignement de langue au QF, de langue et littérature. C'est important pour moi parce que c'était les 2 pôles qui m'intéressaient dans ma formation et que j'ai voulu continuer ici. Et donc, j'ai un public d'étudiants étrangers qui est une grosse partie de mon public. Mais j'ai effectivement, Gaëlle l'évoquait tout à l'heure, mais travaillé aussi en formation de formateurs. Donc, déjà, on a aussi un public d'enseignants avec lequel moi j'ai travaillé en didactique de la littérature, et le fait d'être à l'université m'a permis moi de reprendre des études en didactique de la littérature et de le coupler avec mon travail. Donc tout ça, c'est vraiment une richesse permise par l'université. Mais étant à l'université, on peut aussi travailler à l'extérieur de la composante à laquelle on est rattaché. Et pour ma part, donc j'ai pu travailler d'abord au sein du département de français langue étrangère en didactique de la littérature. Donc, voir l'autre aspect, plus de formation, qui était quelque chose qui m'a permis d'avoir les 2 aspects, en fait, d'avoir les étudiants, de travailler avec les étudiants qui se destinaient à l'enseignement du français langue étrangère et aborder la question de la littérature, et avec les étudiants auprès desquels j'assure le cours de littérature, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement très riche.
mais aussi pour moi d'intervenir dans des composantes tout à fait différentes sans rapport avec le français langue étrangère, puisque j'interviens depuis maintenant une dizaine d'années, je ne sais pas combien de temps, au sein de la formation continue, ou DAEU, qui est le diplôme pour les étudiants qui veulent faire une reprise d'études, une équivalence du baccalauréat à une reprise d'études. Donc, c'est vraiment un public formation continue, d'adultes, très différents, très riches aussi. Il y a des ponts avec le français langue étrangère, il y a des tas de ponts auxquels on ne pense pas forcément, mais pour moi, entre le DUPAS et le DAEU, il y a beaucoup d'enrichissement mutuel, réciproque. C'est très intéressant de travailler, d'avoir ces deux publics-là. Et puis, un nouveau public que j'ai depuis 2-3 ans et qui est un vrai bonheur pour moi, c'est de revenir à mes premières amours et d'enseigner le latin maintenant en langue ici, là, à la Maison des Langues. Voilà, et ce qui fait que j'ai l'impression d'une liberté et d'une richesse dans les différents publics que j'ai en face de moi en tant qu'enseignante que je ne suis pas sûre de pouvoir trouver ailleurs. Je dois dire qu'ici, il y a une espèce il y a une très, très grande richesse qui fait que j'hésite fort maintenant à quitter la structure d'ici. Voilà. Voilà pour ma part. Bon, je pense que voilà, ici, pendant nous les 1, 2, 3, 4, 5, les 5, on partage complètement voilà, tout ce que vient de dire Sophie. On a toutes été amenées à effectivement prendre en charge des cours très différents. Déjà, rien, juste au QF, il y a une diversité de publics, de niveaux, de plein de choses. Il y a, juste pour souligner, ce lien très étroit avec la section FLE, c'est vraiment aussi une chance d'être un centre universitaire au sein de l'université et de pouvoir travailler étroitement avec voilà, le département de didactique des langues. Et c'est pour nous, enseignants au QF, l'opportunité effectivement de aussi travailler avec les enseignants-chercheurs de la section FLE et d'être aussi dans voilà, un terrain commun. On a monté cette année une journée Lidilem QF, justement pour éclairer un petit peu et puis échanger ce terrain commun. Et peut-être, en tout cas pour moi, dernière chose à souligner, c'est aussi la possibilité de prendre des responsabilités administratives et de découvrir un autre métier. Et je laisse la parole à la directrice. Oui, alors c'est vrai qu'au sein de l'université, on a un champ des possibles qui est très vaste. Et c'est vrai que, alors, moi, je vais peut-être plus souligner aussi les différentes missions qu'on peut faire au-delà des publics, parce que je suis arrivée au QF avec plutôt une casquette coordinatrice de projet, on va dire. Donc, il a été très rapidement possible que je m'engage dans des projets avec aussi des dynamiques de recherche qui étaient associées et qui étaient extrêmement riches. Et donc, j'ai eu la chance, dès mon arrivée au QF, de pouvoir coupler mon activité d'enseignement avec toute une dimension coordination de projet, notamment autour du test de positionnement self-FLE, qui a été un projet d'une très grande richesse et qui a été qui était porté par différentes équipes aussi dans différentes langues. Donc, c'était une ouverture très grande et aussi une possibilité d'avancer sur ce champ d'expertise, on va dire, puisque j'étais aussi un petit peu axée sur des thématiques liées à l'évaluation. Puis après, quand ce projet s'est terminé, en tout cas qu'on a pu le mettre en place, j'ai rebondi sur un nouveau projet qui était le projet Move to Move, sur lequel aussi j'ai assuré une mission de coordination avec également des collègues de la section FLE, donc là encore avec des ouvertures qui étaient très très riches et enchaîné sur la direction du QF qui est aussi un nouveau projet, on pourrait le dire, avec une ouverture très très riche. Donc, le champ des possibles est très, très large, aussi bien en termes de public auquel on peut s'adresser, de missions d'enseignement, mais également sur des questions de projet, de dynamique de recherche, quand on n'est pas enseignant-chercheur aussi, de travailler avec des collègues qui sont dans cette dynamique-là et de nous ouvrir à d'autres réalités, de nous ouvrir aussi à toute une dimension de réseau autour de la recherche qui est très riche.
Donc, c'est vrai que c'est une grande chance qu'on a, je pense, de pouvoir aussi voilà, naviguer dans ces différents domaines. Oui, juste pour compléter ce que viennent de dire Gaëlle et Anne-Cécile, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, en tout cas ça a été mon expérience, mais quand j'ai entrepris ma reconversion professionnelle, j'avais qu'une seule trouille, c'était de devoir tout réapprendre en fait. Donc déjà apprendre, non, apprendre à enseigner, c'est quelque chose, et je continue d'apprendre à le faire d'ailleurs. Mais en plus, apprendre à concevoir, animer, suivre, évaluer un cours, c'est bon, c'est tout ce qui, enfin, c'est toutes les compétences associées au métier d'enseignement. Et donc, moi, ce qui m'a quand même confortée et rassurée, c'est le fait de pouvoir valoriser des compétences que j'avais acquises par le passé, et notamment en gestion de projet. Puisqu'en agence de communication, on travaillait beaucoup en mode projet, comme on dit maintenant. Mais c'est vrai que le fait d'avoir pu remobiliser ses compétences et aujourd'hui de le faire sur des projets à la fois d'ingénierie pédagogique, de conception de cours, mais aussi d'enseignement, bah, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça permet de confirmer, pour ceux qui en doutaient, que bah, au QF, en fait, on n'est pas qu'enseignant. On est, si on en a envie, hein, bien sûr, si on le souhaite, on peut être ingénieur pédagogique, on peut aussi être coordinateur ou coordinatrice de projet, gestionnaire de projet, animateur, formateur. Donc, c'est tout ça, en fait, qui, j'allais dire, font que ce métier est riche et que les perspectives, eh bien, elles sont en fait plurielles, quoi, et qu'on n'est pas qu'enseignant. Je sais pas si... Non, bah, je peux compléter et terminer en disant qu'effectivement, ça fait 20 ans que maintenant à peu près que je travaille au QF et que j'ai jamais ressenti d'ennui justement parce qu'on a toutes ces possibilités-là. Voilà, si je suis aujourd'hui conceptrice de manuels, c'est aussi grâce au QF et à la directrice de l'époque qui m'a permis de mettre le pied dans l'édition. C'est aussi un projet qui, alors tu parlais du test de positionnement en ligne, mais il y en avait un bien avant toi qui, du coup, s'est retrouvé entre mes mains, en l'occurrence, et d'autres mains. Et ça a été effectivement, voilà, j'étais encore vacataire à l'époque et on avait quand même la possibilité, si on le souhaitait, de participer à des projets. Alors, c'était un petit peu audacieux pour moi de dire, bah, je veux bien participer, mais je l'ai fait. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans la conception, en fait, de ce test de positionnement, ce qui a déjà aussi réveillé en moi, je pense, quelque chose au niveau de la conception. Et c'est aussi une opportunité, voilà, que le QF a proposé à cette, voilà, une confiance aussi dans l'équipe et une ouverture sur voilà. Aujourd'hui, je suis depuis septembre responsable de la formation, donc c'est aussi un nouveau chapitre dans ma carrière professionnelle au QF, qui est ouvert. C'est ouvert. Bien, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois que toutes vos prises de parole ont parfaitement illustré la diversité des possibles à tout point de vue dans les métiers du FLES. Donc, je crois que c'est une table ronde qui a bien introduit la journée d'aujourd'hui et on vous remercie à nouveau d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Merci. À distance. On commence par la distance, vous m'entendez? Une première question qui, je crois, s'adresse à Caroline plus spécifiquement. C'est Nadia qui est d'Indonésie, qui est diplômée d'un master en tout cas, et qui voudrait savoir, ta question est la suivante, pour devenir conceptrice de manuel, combien de temps devrait-on avoir enseigné en classe de classe? Ouf. Alors, si je parle de mon expérience, ma première expérience date de 2008 et j'ai commencé à enseigner en 2000. Voilà, donc j'avais quand même donc un peu d'expérience aussi
à l'étranger, c'est-à-dire à la fois, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir avoir ces deux expériences-là d'enseignement, c'est-à-dire à la fois face à un public qui est de la même culture et de la même langue, donc c'était le cas quand j'étais à l'étranger, et ensuite quand j'ai travaillé au QF, d'être face à une classe de nationalités différentes, de langues différentes. Donc ça aussi, c'est important parce que dans la conception de manuel, c'est à prendre en compte. En fait, on s'adresse à tout le monde et il ne faut pas rester non plus contraint à l'enseignement face à une seule et même nationalité. Ça, c'est un petit peu plus compliqué quand on n'a pas l'expérience, justement. On a tendance à proposer des activités qui sont faisables, en tout cas que dans ce contexte-là. Donc, j'ai pas de réponse bien précise. Simplement, je pense qu'on se sent plus à l'aise avec quelques années d'enseignement déjà. Et après, je pense aussi que c'est voilà, que c'est des aptitudes à ça. Il y a des enseignants qui sont d'excellents enseignants sans avoir spécialement ni envie, ni voilà, pardon, qui n'ont pas envie en fait de concevoir. Donc il y a l'envie, il y a l'aptitude à le faire et peut-être que ça dépend donc des gens. Mais bon, quelques années d'enseignement quand même, effectivement, sont les bienvenus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Nadia. Du coup, je ne vais pas aller trop loin. C'est une question beaucoup plus difficile et il va falloir faire court. C'est une question de Marie, qui est prof de lettres, histoire, géographie second degré, actuellement en disponibilité pour faire un master FLE. Voici sa question. Quelle piste me conseillez-vous de suivre pour un emploi stable dans le FLE en Italie? C'est un peu compliqué pour nous d'y répondre parce que ça supposerait de connaître le marché, entre guillemets, de l'enseignement du FLE en Italie. Ça supposerait de connaître un peu plus, d'en savoir un peu plus sur le parcours de Marie pour savoir ce qu'elle pourrait valoriser. Donc là, moi, je sèche. J'ai presque envie de lui dire d'envoyer un mail avec plus de détails, non? Je sais pas. Après, bon, c'est pas pour l'Italie, mais si Marie, si j'ai bien entendu, elle est enseignante dans le secondaire. Donc voilà, il y a quelque chose aussi qui est intéressant pour les enseignants qui ont ce statut-là, c'est voilà, d'être vigilant. Il y a des postes qui sont proposés à l'université pour des enseignants du secondaire attachés du coup dans le supérieur. C'est ce qu'on appelle les PRCE Prague. Et là, ça donne un emploi stable. Le QF, l'année dernière, a ouvert une campagne de recrutement. On cherchait un enseignant du secondaire formé en FLE. Et les prochaines années, d'autres campagnes seront ouvertes. Mais voilà, ça, c'est pour les universités françaises. Je répondais pour l'université française. Marie vous remercie et d'autres collègues font quelques commentaires. Vous irez les voir. Une troisième et dernière question qui est aussi assez complexe. C'est une question de Rosa et qui vous demande quel est votre regard, tu en as un petit peu parlé Caroline, quel est votre regard face à la diversité d'apprenants et face aux besoins d'apprentissage, aux besoins spécifiques d'apprentissage? Bienveillant, le regard déjà. Et puis, de quoi on parle quand on parle de besoins spécifiques, en fait? Est-ce qu'on parle de particularités culturelles, on parle de particularités liées à l'apprentissage? Donc ça, il faudrait pouvoir le définir pour y répondre. Et ensuite, la diversité, elle est de fait enrichissante parce qu'on a des étudiants, comme le disait Sophie, qui viennent d'un peu partout, donc qui viennent avec des perceptions, des points de vue sur le monde qui sont complètement différents et qui se confrontent à la fois aux nôtres en tant qu'enseignants, mais en tant qu'individus, mais aussi à ceux
de leurs camarades. Donc, c'est un melting pot permanent, en fait. Mais c'est vrai que sur la question des besoins spécifiques, ça m'intéresserait de savoir ce que la personne entendait par là. Après, moi, j'ajouterais peut-être que dans un centre comme le QF, mais là, je sais, les situations d'enseignement du FLEUS sont très différentes selon les contextes dans lesquels on enseigne. Donc, la manière de répondre à la diversité des publics est aussi très variable. Et donc, je pense que dans un contexte comme celui dans lequel nous enseignons ici, on a une relative liberté et facilité d'adaptation pour répondre justement à des publics spécifiques. Je ne sais pas si c'est forcément le cas dans tous les contextes d'enseignement. On n'a pas forcément les mêmes effectifs dans les classes et les mêmes, voilà. Donc, nous, on a quand même une chance, je dirais, qu'il y ait notre capacité à analyser les besoins de nos publics et à essayer de s'en rapprocher et d'y répondre de manière relativement précise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qui arrive là, qui vient? Oui. Vous pouvez vous présenter aussi. Oui, je m'appelle Memory, je suis étudiante en DSA. Je voulais savoir, parmi vous qui ont enseigné en Afrique, est-ce qu'il y avait des difficultés que vous avez rencontrées dans vos activités d'enseignement? Merci. Merci pour votre question. Bon, je vais répondre par rapport à l'Afrique, mais je n'ai pas enseigné en Afrique puisque j'étais plutôt de la coordination. J'étais donc au Nigeria et en Mauritanie, mais je n'ai pas eu d'activité d'enseignement auprès de ces publics. Donc, je travaillais vraiment avec les collègues enseignants de français. On était plus, voilà, j'étais plus avec les enseignants de français et pas dans la classe en fait. Alors, moi, c'est pas vraiment des difficultés, mais disons que c'est des situations qui ont pu me déstabiliser, parce qu'en fait, quand on décide d'aller enseigner dans des zones aussi éloignées de nous culturellement, donc il faut être préparé au fait que rien ne va se passer exactement comme on l'entend. Donc, je mets de côté tous les aspects administratifs, accueil qui peuvent se passer parfois de façon un peu erratique, mais juste 2 anecdotes. La première, c'était en Tanzanie où j'enseignais à des fonctionnaires en fait qui étaient rattachés à la cour internationale d'Arusha, et donc j'avais décidé, je ne sais pas pourquoi, de faire un cours sur le burn-out. Et c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait je me suis retrouvée à essayer d'expliquer à un public ce que c'était que le burn-out, et ça n'existait pas du tout en fait là-bas. Et donc, j'ai ramé pour essayer de faire comprendre le concept d'être débordé au boulot bon, bref. Et donc, voilà, ça a été un grand moment de solitude. Et puis, plus tard, en Éthiopie, j'ai été beaucoup déstabilisée. Et ça, pour le coup, ça m'a un peu plus marqué. J'étais pas très à l'aise avec la posture enseignante qu'on m'imposait d'avoir. J'étais enseignante de français à l'université et on m'imposait d'avoir une blouse blanche pour enseigner, et on me demandait de mettre une distance très forte vis-à-vis de mes étudiants, et j'étais pas du tout habituée à ça. Ça me correspond pas, ça correspond ni à mon tempérament ni à mon approche pédagogique. Et donc, je me suis fait recadrer plusieurs fois parce que j'entretenais des relations un peu trop proches avec mes étudiants et que je refusais de porter la blouse. Et donc, quand j'ai décidé enfin de porter la blouse, cette fois-ci, on m'a recadré parce qu'il y avait du feutre de partout et que je devais avoir une tenue irréprochable. Donc, il y avait cette idée de posture vis-à-vis des étudiants, pardon, qui était essentielle pour eux. Et moi, je l'avais vraiment pas du tout mesuré. Mais hormis ça, bah oui, des différences culturelles auxquelles on fait face et auxquelles on doit non seulement être préparé et qu'on doit gérer parce que on est aussi là pour ça, en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? J'aurais peut-être une dernière question s'il n'y en a pas dans la salle. En vous écoutant, je me suis dit, il y a tellement de choses. On a parlé vous avez présenté des différentes situations d'enseignement, des relations avec les étudiants,
de différents profils. Est-ce que dans votre pratique, vous avez aussi des occasions d'échange avec d'autres profs de français dans le monde entier où on enseigne cette langue? Est-ce que vous avez ces occasions systématiquement, de temps en temps? Est-ce que ça se passe sous forme de formation ou est-ce que vous-même, vous apprenez des choses de ces enseignants qui travaillent à l'étranger, que ce soit des profs natifs ou non natifs, un peu partout dans le monde? Juste peut-être, je pense que on est intervenu dans de la formation de formateurs, donc à cette occasion-là, que ce soit au QF, quand on reçoit les enseignants étrangers, à la fois on assure des stages de formation, mais en même temps on est en contact avec eux et on échange avec eux parce que c'est aussi des lieux d'échange de pratique. Et puis on a été amenés les unes et les autres à effectuer des missions à l'étranger, et c'est généralement auprès de collègues étrangers. Et c'est aussi beaucoup des lieux où on échange sur la pratique de l'enseignement du français. Et on se rend compte de la diversité, effectivement, de nos situations d'enseignement. Oui, aussi autour de projets, justement, de rencontres autour de projets. Donc là, dernièrement, ça a été le cas, par exemple, du Congo, République démocratique du Congo, en tout cas pour moi, puisqu'il y a un projet qui s'est lancé de conception de MOOC. Et donc, on a pu commencer à créer des liens avec les équipes. On est allé en mission exploratoire avec une collègue de Lyon. Et donc, voilà, c'est l'occasion aussi de créer des projets. Le MOOC to Move, celui qu'on a conçu à Grenoble, aussi faisait intervenir différentes équipes en Europe. Donc, c'était aussi l'occasion de travailler avec ses collègues et de se rencontrer autour de ces conceptions et de ces projets. Voilà, il y a aussi cette dimension-là. Grâce à l'université, je ne sais pas si c'est toujours le cas dans les alliances, dans les autres milieux, on verra avec nos intervenants plus tard dans la journée. Une dernière relance, toujours pas de questions. Je vous remercie de votre présentation. On va applaudir. Un grand merci. Nous comptons sur votre présence dans la salle et sur vos interventions et vos questions par la suite à nos prochains intervenants. Et je vais inviter Delphine Morinière pour la présentation suivante.